on m'a dit qu'on a une question en ligne qui nous est posée sur le sujet de la prévention. Oui. Donc, pouvez-vous préciser les outils de prévention que vous allez utiliser? On rappelle que la prévention est donc une des 3 missions principales des CPTS. Voilà. Par exemple, prévention et repérage, ça va de pair. Il y en a plusieurs. Eric, tu as parlé de la BPCO tout à l'heure. Il y avait un congrès de la société France BPCO il y a 15 jours où on parlait d'améliorer la prévention du repérage de la BPCO. Voilà un exemple très clair d'exercices coordonnés à mettre en place avec les spécialistes du deuxième recours que sont les pneumologues, les médecins généralistes, et on a parlé tout à l'heure du premier recours parce que c'est vrai que le premier recours participe également, je dirais, à orienter. Tu disais qu'il fallait pas tout mettre sur le médecin et je partage totalement. Il faut quand même rappeler que les infirmiers, les chirurgiens, les masseurs kinés et les pharmaciens, nous sommes du premier recours. Le premier recours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient vient nous voir directement pour nous dire « j'ai un problème ». Et donc effectivement, nous, si on a un outil qui s'appelle l'agenda partagé, qui permet de dire « bon voilà, moi j'ai repéré un patient qui est un patient à risque de fragilité parce que j'ai fait le questionnaire du Gérontopole de Toulouse qui est disponible sur le site de la HAS, encore un autre outil de repérage. Et que je me rends compte que ce patient, il est fragile, qu'il n'a plus de médecin traitant, je vais sur l'agenda partagé, j'appelle Dr Henri qui est disponible de 11h à midi et je l'envoie. Et ce patient, je sais qu'il est pris en charge. Donc, le repérage, la prévention, ça passe par des outils, soit qui existent déjà, comme ceux qui sont disponibles sur le site de la HAS, parce qu'ils ont été publiés par des références scientifiques, et donc on a vraiment une certification, je dirais, de l'efficacité, ou alors parce qu'ils sont recommandés par des spécialistes, comme le BPCO6, par exemple, dans le cadre du repérage de la BPCO, ou on forme l'ensemble des acteurs, et on voit bien aussi l'intérêt de la CPTS, c'est que on va former l'ensemble des membres de la CPTS à un premier même niveau de formation sur un thème. Et si on prend par exemple la BPCO, on peut faire une soirée repérage de la BPCO et on va faire souffler les infirmiers, les masseurs kinés, les chirurgiens, les pharmaciens sur ce BPCO6 et après, chacun dans son exercice pro sera en capacité de repérer ce patient à risque et de le remettre dans le parcours parce qu'il ne l'était plus. Donc c'est vrai que ces outils, il y en a qui existent aujourd'hui et puis on voit bien que c'est un champ de plein développement parce que ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ça passera en vitesse de croisière peut-être dans 5 à 10 ans. Il faut être honnête. Il y a vraiment une longueur au démarrage et c'est normal, on change pas un paquebot comme ça en 15 jours. Et le paquebot santé en France, c'est quelque chose qui est en train de virer de bord avec l'ensemble de l'équipage, on va dire, et c'est bien cet ensemble d'équipage qui va faire changer les choses. Alors pour changer les choses, on avait évoqué tout à l'heure la question du budget, et nous avons une autre question en ligne. Comment est utilisé le budget alloué? Alors peut-être... Pour l'instant, pour le budget, c'est assez simple. Au stade où nous en sommes, les CPTS ont été l'aide d'intention déposée avec un pré-projet, et nous avons une enveloppe, nous en Bretagne, c'est 50 000 € pour créer notre CPTS globalement dans les 6-8 mois. Donc ça, c'est le premier budget. Le deuxième budget, alors il est entre 0 et 40 000 €. Les gens en ACI, en accord cadre interpro, c'est-à-dire qu'en signant l'accord avec la sécurité sociale, ils auront 175 000 € par an pour faire tourner une CPTS. Entre 40 et 90 000, ils auront 300 000. Au-dessus de 90 000, ils auront 376. Et ensuite, on peut monter encore plus haut. 400, Cet argent, c'est une problématique, parce que nous, on fait tout sans argent. Et ça, c'est une réalité. Moi, ça fait 10 ans que le FBI est créé. On a tout fait avec notre argent à nous. On ne doit rien à personne. Alors, bien sûr, on a eu un peu d'argent pour faire le projet prévention du suicide, un peu d'argent pour aller dans les écoles. Bon, ça monte sur 10 ans, ils nous ont donné 40 000 pour bricoler. Quand on va arriver avec 300 000, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a déjà un premier budget qui est très important et dont il faut qu'on arrive à limiter la casse. C'est-à-dire qu'on va voir arriver, se greffer sur nous, tous les gens du marché qui se disent « Ah là, il y a de l'argent, je vais signer un contrat avec eux ». Alors ça, je demande aux agences régionales de santé et aux acteurs régionaux de mettre un coup de sifflet à cette affaire pour que ça cesse, puisque nous ne sommes pas dans un secteur marchand, nous sommes dans un secteur de soins. Et dans ce secteur de soins, nous ne devons pas rentrer dans un système où on vient nous pomper l'argent qu'on nous a donné pour aller le dépenser dans des choses qui seraient doublées du prix de leur valeur. Donc par exemple, la première chose à mettre en place sur un territoire, c'est le travail en interpro, donc il nous faut une structure informatique, e-santé, tout ça, où tout le monde, par exemple le dentiste aurait accès à mon dossier, et dedans verrait les traitements de mon patient et saurait qu'il est sous anticoagulant. Ça c'est énorme, cette chose-là, elle a un budget. Et puis ensuite, il faudra qu'on ait à notre service
des coordinateurs professionnels. Moi, je suis pour l'instant coordinateur bénévole, mais à un moment, je ne vais pas passer ma vie à gérer la CPTS. À un moment, si je suis président, on donnera un ordre au bureau et puis ça sera fait par quelqu'un d'autre. Là, c'est encore un budget. Ça, c'est 50K. Hein. Donc, ça fait 50 000 € de dépensés là. Actuellement, c'est Globule qui est sur la piste. Certaines ARS le payent en plus de la CPTS, d'autres, c'est dans la CPTS, etc. On a déjà dépensé 90 000. Ça va très vite, les sommes. Qu'est-ce qui restera après pour les groupes de travail? Eh ben, il restera plus grand-chose. Donc, il faut vraiment qu'on quadrille de quoi a besoin une CPTS pour fonctionner, quel est le prix maximum qu'on puisse accepter pour intégrer l'outil, et ensuite, combien d'argent il doit rester pour que les acteurs d'un territoire puissent être honorés dans le temps de travail qu'ils vont mettre à créer des dossiers, à créer des groupes de travail autour de la BPCO, du suicide, de l'obésité de l'enfance, et que sais-je, hein, le diabète, l'activité sportive, le sport et santé, toutes ces choses-là qui pour l'instant n'existent pas. Ben, ces gens-là vont donner du temps. Et il faut reconnaître à ces gens-là le temps qu'ils investissent, parce que entre midi et deux, plutôt que de manger tout seul devant peut-être une télé ou devant mon café, eh bien on sera 10 autour de la table et je mangerai en créant un dossier. Eh bien ce temps-là, il doit être honoré. Et c'est ça qui amènera les gens autour de la table, parce qu'on n'est pas en recherche d'argent, on travaille bien. Mais c'est que le temps qu'on dépense actuellement le soir après nos heures de travail gratuitement, il y a un moment, il rentre dans notre temps de travail et qu'il soit reconnu comme un temps investi et valorisé financièrement. Donc l'argent qu'on va recevoir, moi je me méfie beaucoup. On va voir arriver beaucoup de gens qui vont vouloir nous aider. Bon. Alors juste une petite précision, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme BPCO. Oui, Bronchopneumopathie chronique obstructive, globalement, c'est tous les gens qui ont au moins fumé 20 ans, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malades, ils sont déjà en stade 2 de la BPCO, c'est-à-dire ils toussent tranquillement le matin. Au stade 3, ils chopent une grippe et leurs poumons sont bien nettoyés. Ils vont avoir beaucoup de mal à finir leur vie et à jouer au football avec leurs petits-enfants dans la pelouse. Au stade 4, ils sont sous oxygène. Voilà. Et ces gens-là, il faut les entraîner à faire de l'effort. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien pour eux, tout doucement, ils s'assiedent sur un siège et ils bougent plus. Donc la prévention BPCO, c'est de se dire à ces gens-là, que vous fumiez ou vous fumiez plus, c'est pas grave. L'important, on s'en fout de votre tabac. Si vous arrêtez, c'est mieux. Si vous arrêtez pas, c'est pas grave. On va quand même vous prendre en charge et on va vous aider à refaire de l'activité physique. Et c'est cette démarche-là qui est très importante. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez d'expliquer, parce que est-ce qu'on pourrait récapituler finalement les avantages de la CPTS pour le patient? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'organisation, mais peut-être on peut revenir aussi aux avantages pour le patient. Moi, je reviens toujours, c'est un peu mon leitmotiv, mais c'est... Le patient, alors même si la CPTS a vocation de gérer le territoire et pas seulement en termes de patientèle, on est bien à l'échelle d'un territoire. Malgré tout, il faut savoir que c'est les mêmes professionnels de santé qui sont au sein de la CPTS et qui font les choses. On s'aperçoit, et moi je le vois vraiment au quotidien, que cette communication interpro qui a été permise par les CPTS, alors qui a été permise par les pôles de santé, mais qui du coup maintenant couvre encore plus parce que le dialogue s'ouvre aussi avec le second recours, les chirurgiens. Pour le patient, c'est vraiment un gain en beaucoup de choses. Vous savez, quand aujourd'hui l'infirmière, en 2 clics, comme avec les disais tout à l'heure, elle envoie un petit message au médecin en disant j'ai vu ton patient ce matin, il y a ça, est-ce que je peux avoir ton avis? Et qui répond eh ben c'est pas moi, demande plutôt au chirurgien s'il peut avancer là. Il y a déjà un gain de temps dans la prise en soin pour les gens, ça c'est très important. Les gens comprennent que si leur professionnel de santé, tous leurs professionnels de santé, communiquent entre eux autour de sa personne, et bien évidemment avec son accord et son autorisation, c'est extrêmement facilitant. Quand quelqu'un qui a une difficulté pour se déplacer, l'infirmière arrive, il n'y a plus de médicaments. Elle envoie un message au pharmacien pour dire « je suis embêtée, j'ai plus de médicaments, est-ce que vous livrez, est-ce que je peux envoyer l'auxiliaire de vie ?» Et vous n'imaginez pas toute cette coordination-là interpro qui est permise au sein de ces équipes, que c'est vraiment ce qui est très important pour les gens. Parce que tout ce qu'on fait à côté, nos réunions, nos discussions de fin de soirée, les gens, oui, bon, c'est bien, voilà. Par contre, sur le terrain, quand vous commencez à apporter des réponses concrètes à une problématique, des fois simple, mais ce réseau-là permet d'aller très vite et en toute sécurité en plus, puisqu'on a mis en place des outils. Nous, on utilise par exemple l'outil Paco Globule, qui est un outil de communication interpro. C'est un gain de temps, un gain pour la prise en soin des patients. Plus loin, plus vite, plus fort. Donc on comprend que ça améliore aussi les relations entre tous les acteurs de la santé. Est-ce que ça améliore les relations avec les autorités de tutelle? Alors, je vais me permettre une réponse rapide, c'est pas difficile. Moi, je suis infirmière libérale de profession. Je peux toujours, moi, Laetitia Carlier, aller frapper à la porte de l'ARS. Bon, ils vont être contents de me recevoir à l'accueil.
Quand vous êtes 140 professionnels de santé sur un territoire et que vous portez la même voix et la même parole, ça change un petit peu la donne. On a quand même tendance à vous écouter un tout petit peu plus, surtout quand on voit, si vous êtes moteur, vous faites beaucoup de choses, effectivement, vous êtes un tout petit peu plus écouté, ça vous donne quand même un petit peu plus de chances de vous faire entendre, voire même beaucoup plus de chances, à mon avis. Mais je pense que tout le monde sera d'accord sur le sujet. Partagé. Partagé, oui. On a cité tout à l'heure des outils de prévention. Là, nous avons une nouvelle question en ligne. Avez-vous d'autres exemples d'outils qui impactent directement les patients? Ah bah, il y en a un qui est simple, je vais le passer à mes collègues qui regardent. C'est que dans la Convention, dorénavant, vous avez un acte pour la prévention de l'obésité de l'enfant, entre 2 et 12 ans. Vous avez le droit de faire 3 consultations spécifiques sur ce sujet avec les enfants, dont vous avez déterminé que leur poids était sorti des courbes et qu'ils rentraient dans l'obésité. C'est un acte qui se code CSO et qui vaut le double, une consultation presque, c'est 46 € à la place de 25, sauf que ça sous-entend derrière qu'il faut prendre son temps avec la famille pour lui dire, votre enfant, visiblement, regardez la feuille, a un problème de poids, il faut qu'on mette en place un plan pour essayer de voir pourquoi il a un problème de poids. Et là, ce qui est important sur une CPTS, je vais continuer sur la prévention, c'est que c'est l'idée que j'en ai sur mon territoire, c'est que nous devons créer des noyaux de prise en charge par pathologie. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de faire de la BPCO se mettent ensemble et créent un dossier et disent à tous les autres, si vous avez des BPCO, envoyez-les nous. Nous, on s'est formés et on est bon là-dedans. Je vais prendre ensuite, par exemple, la prévention du risque suicidaire. Dans mon département, actuellement, les psychologues sont remboursés. Dans 1 an et demi, je vous annonce que globalement, la sécurité sociale remboursera tous les psychologues français dont les patients sont pris en charge par un médecin traitant et un psychologue clinicien. Eh bien, sachez que si vous avez un problème de suicide, c'est ces gens-là qu'il faut contacter, puisque c'est eux qui pourront le prendre bien en charge et qui auront tout le réseau autour d'eux. Vous voulez faire du ADMLA et de l'ophtalmo, etc., etc. Pourquoi? Parce que sur les territoires, les spécialistes, on n'en a plus. Et donc la problématique, c'est qu'il faut faire 30 km pour aller voir le grand docteur dans le grand hôpital ou dans la grande clinique. Et donc, dans l'écologie, le carbone, le temps perdu, le coût, eh bien, il faut avoir un endroit intermédiaire entre le généraliste qui ne veut faire que de la médecine générale, et je le respecte, et un médecin généraliste qui voudrait se former à une spécialité, tout en étant en lien avec des spécialistes, pour éviter d'engorger la spécialité avec des actes qui n'ont rien à faire tout en haut, et d'abord faire un pré-tri. Et si on arrive à trier et à traiter localement, pourquoi y aurait-on jusqu'en haut passer son temps chez le spécialiste? Donc, si on arrive à hiérarchiser la demande grâce à des groupes de travail de prévention sur le territoire, on arrivera à limiter l'engorgement des spécialités, l'engorgement des médecins généralistes, et on peut faire tout ça avec d'autres soignants, les psychologues, alors bien sûr les psychiatres, pour l'obésité on a des diététiciennes, d'accord, on a plein d'acteurs qui pour l'instant ne sont pas remboursés carte verte, qui pourraient être les psychomotriciennes, pour les enfants qui ont des troubles spécifiques de l'apprentissage, pour l'autisme, vous voyez, les neuropsychologues qui pour l'instant ne sont pas reconnus. Tous ces gens-là, il faut les valoriser, parce que quand on fait le tour de tous les soignants d'un territoire, on arrive à faire un annuaire des gens et des spécificités qu'ils ont en plus. Et par exemple, nous avons des kinés qui font du vertige. Nous avons des kinés qui sont spécialisés dans l'opération de la hanche. Vous voyez, si on arrive à savoir toutes les petites spécialités sur un territoire, mais notre territoire il est 2 fois plus riche qu'avant, sans avoir besoin de réintégrer encore énormément de soignants.